Mais donc toi, tu aimerais être un hybride homme-chat? Je suis déjà plus chat que humain. Non, mais est-ce que tu veux jouer dedans? 전화만 주시면 저 무조건. Et j'intègre cette information, c'est celui qui marche sur la pointe des pieds, c'est celui qui veut avoir l'air plus grand qu'il n'est. Tu fais cette taille-là, marche normalement. Ouais, n'essaie pas d'avoir l'air plus grand que 네, 안녕하세요. 파비앙입니다. 오늘 이 시간 올타임 레전드라는 이름에 딱 어울리는 레전드 작가님 모셨습니다. 저만큼이나 한국을 사랑하시는 분인데요. 기상전외한 상상력으로 전 세계 독자들을 사로잡은 분이죠. 베르나르 베르베르 작가님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. J'ai vu que vous aviez prononcé quelques mots en coréen. Vous pouvez dire bonjour en coréen? Bernard Verberimdina. 와. 안녕하세요, Bernard Verberimdina. 오케이. 좋아요. 사실 제가 준비한 게 있거든요. J'ai préparé quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On s'était vu il y a 6 ans à une émission de radio et vous m'aviez signé ce livre Les chats. que j'avais ramené. Le livre sur les chats, en souvenir de ces loups, vous m'aviez fait une dédicace. Et 저는 그때 감동받았던 게 그날은 작가님이 비행기 타셔야 되는데 제가 눈치 없이 책 6권 가지고 왔었거든요. 근데 하나씩 다 사인해 주시고 그림까지 그려주셔가지고 너무 2019. 팬 서비스 너무 좋기로 유명하신데 역시 너무 그때 감동 받았었던 것 같습니다. J'étais vraiment très content déjà de vous avoir rencontré en Corée. J'ai grandi comme beaucoup de Français en lisant beaucoup de vos livres, Les Fourmis, L'Empire des Anges, Les Thanatonautes, l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc, je suis vraiment impatient de discuter de livres avec vous. Donc vous venez de sortir votre nouveau livre en coréen, c'est Kimera et Tang. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez présenter votre livre? C'est l'histoire d'une scientifique qui s'appelle Alice Kammerer, qui est une biologiste spécialisée dans la génétique, qui se dit que pour sauver l'humanité, il faut la diversifier. Et pour la diversifier, elle va fabriquer 3 hybrides, 3 chimères. Le premier, c'est un mélange entre un homme et une chauve-souris qui est capable de voler. Le deuxième, c'est un mélange entre un homme et un dauphin qui est capable de nager. Et le troisième, c'est un mélange entre un homme et une taupe qui est capable d'aller sous terre pour creuser des tunnels. Et ces trois nouvelles humanités vont former des villages et des communautés. D'accord, donc ces 3 chimères ont chacune une sorte de pouvoir. Oui, différente de la nôtre. Différente de Mais par exemple, si on prend au hasard l'exemple des fourmis, il y a des fourmis qui savent voler, il y a des fourmis qui savent tenir dans l'eau, il y a plein de sortes de fourmis, il y a 12 000 espèces de fourmis. Ce qui est surprenant, c'est que l'homme, il n'y a qu'une seule espèce, l'Homo sapiens, et que donc ce que se dit mon héroïne, Alice Kammerer, c'est qu'il faut rediversifier l'espèce humaine pour la sauver. Pour la sauver, d'accord. Comment ça vous est venu déjà à l'esprit? Alors, ça m'est venu parce qu'avant, j'étais journaliste scientifique. Et en tant que journaliste scientifique, j'avais fait un reportage sur le fait qu'on mélangeait de l'ADN humain avec l'ADN de cochon pour fabriquer un hybride, donc une chimère, afin de fournir des organes pour les greffes humaines. Et donc, je me suis dit, il y a quand même un moment où, au nom de la science, on mélange de l'humain et de l'animal pour donner un mélange d'humain et d'animal. Donc j'ai juste utilisé cette idée pour créer des humains volants parce que c'est le rêve de tout homme, c'est d'avoir des ailes et de pouvoir voler. Et de voler, ouais. C'est un axiome, mais vos livres ont beaucoup de succès, notamment pour ces concepts ingénieux, très inventifs, et aussi pour les messages qu'ils transmettent. Donc dans ce livre, ça touche à la fois au domaine scientifique, également à l'éthique, un petit peu à la philosophie. Est-ce qu'il y a un message que vous avez voulu faire passer à travers ce livre? La diversification est la solution. C'est-à-dire que l'homme a tendance à vouloir tout uniformiser, que les gens se ressemblent, qu'on mange tous la même chose, qu'on ait des voitures qui se ressemblent, qu'on ait des maisons qui se ressemblent. Et au contraire, je crois qu'il faut diversifier. Et que l'une des forces de la nature, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, elle crée une espèce différente.
C'est pour ça qu'il y a autant d'espèces. Et vous, dans votre vie quotidienne, vous essayez de vous différencier, de vous diversifier par quelques moyens? Par les t-shirts en achat, par exemple? J'essaie de ne pas rentrer dans des routines. C'est-à-dire de ne pas faire tous les jours la même chose de la même manière. D'ailleurs, un jour, je suis à Paris, un jour, je suis à Séoul. Déjà, l'une des manières de casser les routines, c'est de voyager et de rencontrer d'autres formes de pensée. En Corée, il y a une autre langue, il y a une autre nourriture, il y a une autre musique, une autre littérature. Donc, du coup, c'est ma manière à moi de diversifier, de me diversifier. Quand on pense à ces thèmes, il y a souvent la transplantation d'organes, l'hybridation. Il y a souvent un risque de dérive. S'il y avait des chimères qui apparaissaient dans notre monde, vous pensez qu'est-ce qu'il y aurait comme changements principaux? Alors, c'est tout le thème du livre. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la forme, il y a l'état d'esprit. Et que la révolution ne se fait pas par la technologie, elle se fait par les changements de mentalité. Tous mes livres sont autour de cette idée, il faut changer notre état d'esprit. Ça ne sert à rien d'avoir des machines de plus en plus complexes si nos esprits ne sont pas prêts à les utiliser. C'est une phrase du grand écrivain français Rabelais, qui est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça veut dire que si on n'a pas le changement d'état d'esprit et qu'on a un outil très fort, on l'utilise mal et on peut faire des dégâts. On va essayer d'être créatif si on participait à une expérience chimère. Si on se transformait donc nous-mêmes en chimère, quelles seraient par exemple les capacités qu'on aimerait avoir? Moi, ce que je rêverais, c'est d'arriver à voler. Mais si on était une chimère, ça voudrait dire qu'on prolongerait les doigts, comme les chauves-souris. Parce que si on regarde les chauves-souris, c'est des très longs doigts comme ça. Et donc ça leur permet de voler, mais ça leur permet plus d'attraper des objets. C'est moins pratique pour se brosser les dents. Voilà. Ou alors il faut utiliser les pieds. Il faut arriver, même pour taper sur l'ordinateur. C'est intéressant que vous disiez ça. En tant que fan de chats, je me suis dit, peut-être que les chats sont nyctalopes, donc ils voient la nuit, ou alors ils ont quand même une vision augmentée. Mais, donc toi, tu aimerais être un hybride homme-chat? Je suis déjà plus chat que humain, ça, c'est ce que me disent mes amis. Mais ouais, lors de votre visite, alors c'était le mois dernier, donc vous avez participé à un concert classique. Donc, basé sur l'ère des chimères. C'était la musique du livre. Donc, vous avez été le narrateur pendant ce concert. C'était une expérience nouvelle pour vous? Oui, c'est complètement nouveau. Et c'est complètement nouveau. Et surtout, c'était extraordinaire parce que j'entendais la musique en étant sur scène avec les musiciens autour de moi. Autour de vous, ouais. OK. Maintenant, on va changer de sujet. J'aimerais qu'on parle un petit peu des adaptations des livres au cinéma. C'est une sorte de nouvelle forme donnée au livre. Il y a eu plusieurs succès au cinéma. Je pense, par exemple, au Seigneur des Anneaux ou à Harry Potter qui ont rencontré de grands succès, que ce soit en livre ou au cinéma. Est-ce qu'il y a un de vos livres en particulier que vous aimeriez voir adapté à l'écran? Alors, moi, c'est Les Thanatonautes. Les Thanatonautes. Parce que c'est celui qui, je pense, ferait que les gens ont moins peur de la mort et que ça peut être une fonction intéressante du cinéma. Alors, vous pouvez présenter un petit peu brièvement le livre? C'est que le mot Thanatonaute vient de Thanatos, le dieu de la mort, et Nautis, explorateur. Donc ça veut dire littéralement, étymologiquement, l'exploration du continent des morts. L'exploration du continent des morts. Donc c'est un livre où il y a des explorateurs qui partent découvrir ce qui arrive après la mort. Et ce qui arrive après la mort, c'est pas une petite chose, c'est la découverte d'un continent entier. Si vous aviez à l'adapter au cinéma, est-ce qu'il y a des éléments visuels que vous aimeriez voir à l'écran? Moi, j'étais très impressionné par 2001, l'Odyssée de l'espace, le Grand Ride, qui pourtant date de 1960. Mais je trouve que c'est cette impression d'image très forte qui donne une sorte de sensation d'hallucination. C'est vraiment très intéressant. C'est ça que j'aimerais reproduire.
Et au niveau du casting, il y a des personnes auxquelles vous pensez, des acteurs? Non, mais est-ce que tu veux jouer dedans? Ah bah moi, c'est quand vous voulez. 전화만 주시면 저는 무조건 가겠습니다. Mais j'aimerais bien que le projet se monte en Corée aussi, se monte vrai avec les Coréens, qu'il y a une production franco-coréenne. Dans certains de vos livres, il y a des personnages coréens qui apparaissent, quelques groupes aussi coréens qui apparaissent, donc pourquoi pas. Je sais qu'il y a peut-être des acteurs qui vont écrire des commentaires sur cette vidéo pour postuler à un éventuel film. 네, 타나토노트도 밀리의 소재에서 만나보실 수 있습니다. 네, 이제 베르나르 베르베르 작가님 인생책에 대해서 얘기해보려고 하는데요. Mais pas de livres que vous avez écrits, des livres qui vous ont marqué ou que vous appréciez. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Le premier que vous avez cité, c'est de Lao Tzu, donc le fondateur du taoïsme chinois. Et c'est, alors en coréen, on dit Dodokkyong. Et je viens d'apprendre le titre en français, c'est Tao Te King. Tao Te King, c'est plutôt censé être le titre en chinois. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est un livre qui pousse à l'humilité et à replacer l'homme dans le contexte de l'univers, du temps et de l'espace, tel que je le conçois. Et c'est un livre qui dit en gros que tout ce qui monte va descendre, que tout finit par changer et qu'il faut accepter ça. C'est le livre du changement. Explique qu'il y a un moment, il ne faut pas forcer les choses, il faut juste sentir comment la nature veut aller et s'insérer dans cette nature. C'est un rapport de l'homme à l'univers et à la nature, et c'est ce que j'ai cru comprendre dans ce livre. Mais je pense que les traductions donnent des sens très différents. En effet, moi je l'avais lu une première fois en français et ensuite en coréen, et c'est vrai que c'est peut-être parce que j'avais pris quelques années entre-temps, mais c'est vrai que ça avait été très différent. C'est un livre en fait qui vraiment traverse, je pense, le temps, parce que c'est un livre qui a plusieurs centaines d'années, et aussi les continents. C'est aussi ce qui me plaît, c'est que c'est une ouverture sur la culture asiatique. Et depuis que je suis petit, je m'intéresse à ce qui se passe dans cette région ici. Il y a cette sagesse très ancienne qui malgré tout, est à la source de la civilisation asiatique. Et ça m'intéresse. Et je vais trouver ça dans le Tao Te King. Dans le Tao Te King. Parmi les concepts aussi qui sont... il y a aussi le vide, le non-agir. Ça contraste quand même beaucoup avec la pensée occidentale. Exactement. Alors, en tant que Français, moi, j'étais curieux de savoir comment votre vie ou qu'est-ce qui avait changé dans votre pensée après avoir lu ce livre. Est-ce que vous avez porté un regard différent sur vos actions? Ça m'a fait penser que tout ce que je faisais allait disparaître de toute manière. Ça me fait accepter que je vais mourir, que les choses ne sont pas très graves, que tout change et que tout ce que j'ai à faire, c'est d'essayer de m'insérer dans un système. Mais en même temps, je peux agir. Voilà. Par le biais de l'écriture? Oui, une fois que j'ai trouvé ma voie. Donc le livre de la voix, il faut trouver sa voie. Il me semble que ma voie, c'est l'écriture. C'est intéressant que vous mentionnez ça, parce que parmi les... Alors j'allais dire écrivain, mais c'est un écrivain, philosophe, médecin coréen qui s'appelle Jang Ya-gyang, qui était donc dans la période de Joseon et qui a dit à peu près la même chose que vous. Il a dit de toute façon, moi je vais mourir et si je veux laisser une trace, il faut que j'agisse. Et il a écrit plus de 500 livres. En fait, je pensais souvent à vous quand je pensais à lui, et c'est marrant que vous mentionnez ça. Je pense que c'est un livre aussi qui fonctionne comme un miroir. C'est-à-dire que pour la personne qui va le lire, chaque personne, le livre va être très différent. Certains mots vont résonner et pour d'autres, c'est d'autres endroits qui vont résonner. Je me rappelle d'une phrase qui dit « Celui qui marche sur la pointe des pieds finit par se fatiguer ». Et j'intègre cette information, c'est celui qui marche sur la pointe des pieds, c'est celui qui veut avoir l'air plus grand qu'il n'est. Et ça ne peut pas tenir longtemps. On peut avoir un peu de chance, se faire passer pour bon alors qu'on n'est pas bon. On peut faire illusion un petit moment, mais il y a toujours un moment où le réel finit par nous dire « Attends, c'est pas comme ça qu'il faut marcher. Marche normalement » et c'est la meilleure manière de fonctionner.
Tu fais cette taille-là, marche normalement. Ouais, n'essaie pas d'avoir l'air plus grand que t'es. Si mes souvenirs sont exacts, vous citez un passage de Tao Te Ching dans les Thanatonautes. Ah oui, si c'est une autre phrase. Si quelqu'un t'a fait du mal, mets-toi près de la rivière et ne te venge pas, attends de voir passer son cadavre qui flotte. Mais c'est une phrase que j'utilise beaucoup dans ma vie parce que, en général, quand les gens me font des problèmes, je fais juste que me détacher, mais je n'essaie pas de leur faire des problèmes en retour. Mais chez moi, c'est un peu spécial, c'est de la fainéantise. Pour me venger quelqu'un qui m'a fait du mal, ça demande du travail. Je considère que le mieux, c'est de ne plus m'en occuper et de passer à autre chose. C'est peut-être issu du taoïsme. Oui, c'est un passage que j'avais retenu également dans votre livre et dans le livre de Lao Tzu. C'est vrai que c'est chronophage de s'occuper d'un ennemi, puis ça prend de l'énergie mentale surtout. Donc je suis d'accord avec vous. 네, 베르나르 작가님이 추천해주신 노자 도덕경에 대해서 얘기를 해봤습니다. 여러분도 한번 읽어보시길 바라고요. Le prochain livre que vous nous avez recommandé, il s'agit de Daniel Case, donc Des fleurs pour Algernon. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le livre ? Oui, c'est l'histoire d'un homme qui souffre d'une maladie où il est un peu débile mental et il va prendre un médicament qui va le rendre intelligent. Mais vu que c'est lui qui raconte l'histoire, donc c'est quelque chose qui au début est mal écrit et on comprend qu'il ne comprend pas le monde. Et au fur et à mesure que le médicament est efficace, il devient intelligent. Donc c'est un livre sur la naissance de l'intelligence et de la conscience, mais c'est dans la forme et dans le fond. Le thème de la naissance de l'intelligence est aussi dans la forme. Donc, par exemple, au début, il fait beaucoup de fautes d'orthographe, et puis on comprend qu'il ne connaît pas le vrai sens des mots. Et au fur et à mesure qu'il devient intelligent, il arrive à faire ça. Et à un moment, le médicament est tellement efficace qu'il est plus intelligent que la moyenne. Et là, il comprend des tas de choses que nous ne comprenons pas. Le concept d'intelligence, là aussi, ça peut être interprété différemment suivant les personnes. C'est quoi pour vous l'intelligence ? Alors, l'intelligence, c'est avoir un cerveau qui permet d'analyser ce qui se passe autour de soi, donc être attentif et analyser ce qu'il y a. Et le niveau suivant, c'est la conscience. Et la conscience, c'est comprendre ce qui se passe réellement, au-delà des apparences. Donc l'intelligence permet de trouver des connexions entre tout ce qui se passe et la conscience permet de déduire de ces connexions les règles qui sont cachées. C'est un petit peu rentrer dans une pièce où il y a des personnes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas et un petit peu lire l'ambiance pour savoir un petit peu ce qui se passe et agir en fonction. Oui, mais après, le stade de conscience va consister peut-être à discuter avec une personne et essayer de créer un lien d'amitié ou de l'aider dans ses problèmes. C'est le niveau au-dessus. Les ordinateurs avec l'intelligence artificielle sont intelligents, mais ils ne sont pas encore conscients. C'est ce qui nous caractérise comme être humain. On parle souvent aussi d'empathie comme sorte d'intelligence. C'est un petit peu ça que vous mentionnez. L'empathie est pour l'instant une zone qui est spécifique à l'être humain, mais c'est très bien décrit dans le film Blade Runner, où on voit le moment où un robot ou un ordinateur devient empathique et qui se montre plus empathique qu'un être humain. Ça, c'est une vraie problématique du futur. Et dans ce livre, donc, le protagoniste, en devenant intelligent, donc en mangeant ce fameux médicament, est-ce qu'il devient plus heureux ? C'est toute la problématique, c'est qu'au moment où il était bête, il était plus heureux que quand il était intelligent, parce que quand il était bête, il croyait que, par exemple, parce qu'au début, il travaillait dans une boulangerie, il croyait que les autres personnes qui travaillaient dans la boulangerie étaient ses amis. Et au fur et à mesure qu'il devient intelligent, il s'aperçoit que tous les autres se moquent de lui et lui font des mauvaises blagues. Il ne s'en était pas aperçu avant. Et il va découvrir que derrière beaucoup de comportements des gens, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de générosité, il y a juste de l'intérêt personnel et de l'égoïsme. Et ça va le décevoir. Et donc, au fur et à mesure qu'il devient intelligent, il devient malheureux. Et c'est cette problématique que je trouve aussi très touchante et très émouvante. C'est est-ce qu'on n'a pas intérêt à être bête pour être heureux ? Et est-ce que le seul fait d'être intelligent ne va pas nous rendre plus sensibles et donc nous faire souffrir ? On pourrait aussi
lier ça au fait que les avancées scientifiques, technologiques apportent une sorte de confort à l'homme, mais d'un autre côté, peut-être nous rend aussi malheureux. On peut parler des technologies. On dit souvent que les réseaux sociaux rendent les gens malheureux parce qu'à force de regarder le bonheur des gens, on se met souvent à comparer et se dire qu'on a une vie un peu moins bien que ce qui apparaît sur les réseaux sociaux. Vous, en tant qu'auteur, est-ce que vous pensez que, par exemple, les avancées technologiques dans la société moderne vous rendent plus malheureux? Non, pour moi, c'est des outils. Après, il faut savoir bien les utiliser. Avec un marteau, on peut construire une maison, on peut casser un crâne. Avec le feu, on peut mettre le feu à une forêt ou on peut faire cuire des plats. Et avec Internet, on peut répandre des connaissances, on peut répandre des mensonges. C'est que la manière, l'état d'esprit de celui qui l'utilise qui va changer le résultat. D'accord, donc vraiment, suivant l'utilisation, ça peut être très bon pour l'homme comme ça peut lui nuire également. Est-ce qu'il y a un public particulier pour lequel vous recommanderiez ce livre? Ah non, je crois que c'est vraiment tout public. C'est juste... Il y a une chose de très amusante, je ne sais pas comment ça va être dans la version coréenne, mais donc c'est très mal écrit au début, avec beaucoup de fautes d'orthographe. Et pour les gens qui font des fautes d'orthographe, ils se disent « Tiens, un livre dans lequel il y a plein de fautes d'orthographe, c'est surprenant ». Donc je le conseille à ceux qui ont des problèmes avec l'orthographe. D'accord. Ah, ça me rend curieux aussi de savoir comment ils l'ont traduit en coréen, puisque on peut faire des fautes de grammaire, mais d'orthographe en coréen, c'est... 네, 베르나르 작가님이 엘제넌의 꽃을에 대해서 설명해 주셨습니다. 저도 이 책을 안 읽어봤는데 집 가서 한번 읽어봐야겠네요. 다음 책은 le prochain livre que vous nous avez mentionné, c'est un livre qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est Jules Verne, L'île mystérieuse. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le livre mystérieuse? C'est le principe de Robinson Crusoe, seulement au lieu que ça soit une personne, là c'est tout un groupe de personnes. Donc c'est des naufragés d'un bateau qui découvrent une île et ils vont devoir tout réinventer. Et donc de voir tous ces gens qui bricolaient, qui essayaient de réinventer la civilisation à partir de rien, ça me ravissait complètement. Mais Jules Verne, c'est vraiment de l'aventure et de la science. Donc c'est la base de la science-fiction. L'histoire, elle est aussi en lien avec le contexte historique de la France. C'est fin de 19e siècle, je crois. Au moment où c'est censé... l'histoire. Je précise, j'ai lu ça, j'avais 9 ans. Donc c'est des souvenirs d'il y a très longtemps. Mais de ce que je m'en souviens, du peu que je m'en souviens, donc c'est des personnes qui sont resituées dans le contexte de l'époque en France où il y avait en effet la guerre avec l'Allemagne et la Commune. Et c'est des gens qui, quelque part, sortent de la société politique française pour redémarrer tout à zéro. C'est ça qui me semblait très bien. C'est ça qui est lié au contexte politique de la France. Donc, le fait même si on repart à zéro, il y a toujours un espoir de repartir sur un monde meilleur, peut-être. Donc dans ce livre, donc, ils arrivent donc, sur une île déserte. Bon, c'est une question un petit peu bateau, mais si vous-même, vous étiez sur une île déserte, est-ce que vous tenteriez, par exemple, de reconstruire une civilisation? J'y pense tout le temps. Il y a deux choses auxquelles je pense tout le temps. C'est que va-t-il se passer après ma mort? Et la deuxième chose, c'est comment je me débrouillerai sur une île déserte. Si j'étais sur une île déserte, je crois que j'essaierais de me rappeler de tout ce que j'ai appris dans mes cours de sciences. Et si vous étiez amené, par exemple, à vivre sur une île déserte, quel est l'aspect de la civilisation qui vous manquerait le plus? Ah Sûrement, vous m'avez posé la question, je me suis dit, mon smartphone. Parce qu'en effet, ça a pris beaucoup d'importance dans nos vies. Je sais qu'il y a eu réellement des naufragés dans l'île déserte qui ont tenu le coup et ils ont dit parce qu'on a fabriqué du savon et qu'on n'a pas renoncé à nous laver. Et voilà, je crois qu'il est important d'avoir une discipline de vie, de garder de l'hygiène, de se raser, pour pouvoir ne pas se laisser aller, l'hygiène. L'hygiène. Tout ce qui permet de maintenir l'hygiène. Se laver. Oui, c'est important. Il y a les besoins physiologiques, mais c'est vrai que
Au niveau moral, le fait de se laver, peut-être de prendre soin de soi, ça peut aider. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas. On n'abandonne pas, ouais. Le prochain livre que vous avez mentionné, c'est Ubik de Philippe Cadic. Oui. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous le présenter Oui. brièvement, s'il vous plaît? Je veux dire, Philippe Cadic est l'auteur qui est selon moi le plus original, qui a les idées les plus fortes. C'est lui qui a la source de Blade Runner, qui a la source de Minority Report. Et Ubik, c'est l'histoire d'un homme qui va progressivement s'apercevoir qu'il est déjà mort. Mais c'est un homme qui mène une enquête, et au fur et à mesure que l'enquête se développe, il s'aperçoit qu'il y a des signaux bizarres qui lui renvoient tout le temps des choses avec ce mot Ubik qui revient tout le temps. Et en fait, il fait partie des fantômes, mais seulement il croit qu'il est vivant. Et les gens que lui, il croit qu'ils sont morts, en fait, c'est le contraire. Et à un moment, il arrive sur je me rappelle de cette scène, il arrive sur une tombe, et sur la tombe, il y a écrit « Je suis vivant et c'est vous qui êtes mort ». Donc j'avais eu ce premier choc avec Ubik. Puis cette idée dans Ubik qui est « Qu'est-ce qui fait qu'on sait que quelque chose est réel ?» D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que même cette scène que nous vivons là maintenant est réelle? S'il le faut, je suis en train de rêver que je fais une interview avec toi, Fabien. Et s'il le faut, c'est quelqu'un qui met un programme informatique qui me fait penser que je suis en train de parler, que je suis Bernard Werber. Mais je ne suis peut-être pas Bernard Werber. Voilà. Et Philippe Cadic est le premier auteur qui a inspiré d'ailleurs Truman Show, qui a inspiré toutes les choses où il y a cette problématique. Attendez, et si tout ça n'était qu'une illusion? 저한테는 꿈 같은 시간이긴 하지만 현실인 것 같아요. Pour moi, faire une interview avec vous, c'est peut-être un rêve, mais j'ai l'impression que c'est la réalité. En tout cas, je l'espère. 네, 이번에 필립 카딕 읍익이라는 책을 소개해 주셨고요. 마지막으로 베르나르 베르베르 작가님이 소개해 주실 책은 스테판 스웨이그 체스 이야기인데요. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'histoire? Ça se passe à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un homme qui est soupçonné d'être résistant aux Allemands, aux nazis, et qui est enfermé dans une pièce. Et on fait sur lui de la privation sensorielle, c'est-à-dire il n'a aucune information, il n'y a rien. Et son rêve, c'est de lire un livre. Et il se dit, j'ai trop envie d'avoir de l'information pour mon cerveau. Donc il arrive à voler un livre dans la poche d'un militaire qui lui amène de la nourriture. Et ce livre, il l'ouvre en se disant, quoi que ce soit dans ce livre, je vais le dévorer et je vais m'en imprégner, je vais apprendre toutes les paroles par cœur et je vais apprendre ça, je vais comprendre chaque mot, je vais l'analyser. Et il prend ce livre, et dans ce livre, il n'y a que des parties d'échecs. Il lui-même ne sait pas jouer aux échecs. Et il n'y a pas d'échiquier. Et donc, il y a E2, E4, ça signifie le pion de la quatrième case avance de 2 points. Et donc, il va devoir, d'un premier temps, en regardant ces E2, E4, C5, C8, R, il va devoir déduire le jeu d'échecs, les règles du jeu d'échecs. Et une fois qu'il va déduire les jeux d'échecs, il va devoir faire des parties d'échecs, mais sans échiquier, juste dans sa tête. Et ça va être un tel effort, mais il va faire cette discipline parce qu'il ne veut pas devenir fou. Et ça va prendre une telle importance qu'il va devenir très, très fort aux échecs. Et quand il va être enfin libéré, quand il sort, en fait, c'est un génie des échecs, alors qu'il n'a jamais touché un échiquier et qu'il n'a jamais joué contre un adversaire. Et il se met à jouer, et là, il bat tout le monde, et c'est un grand champion. Et un jour, il rencontre, comment l'histoire se passe, de ce que je m'en souviens, il est dans un bateau, et il rencontre un champion d'échecs. Et le champion d'échecs comprend que ce personnage est plus fort que lui, et voyant qu'il est plus fort que lui, il va décider de jouer très lentement pour l'énerver. Et lui, il a l'esprit tellement tourné pour jouer vite qu'il ne supporte pas. Et il fait des coups en avance. Et au final, il perd. Et ça le rend très malheureux. Mais c'est une prise de conscience, un peu comme des flops pour Algernon. Il y a un moment où l'intelligence joue contre toi. Et tu peux être défait par quelqu'un de bête et de brutal, juste parce que toi, tu veux jouer la partie bien, et tu veux faire les choses bien, et que les autres trichent. Et voilà, il va se retrouver face à un très bon joueur, mais qui est un tricheur. Donc,
en fait, ça parle de thèmes vraiment profonds, mais en fait, par le biais donc, d'un jeu d'échecs. D'un jeu d'échecs. C'est une histoire plutôt simple à la base. Le jeu de la vie, c'est-à-dire cette idée que ce qui se passe dans le jeu d'échecs, c'est ce qui se passe dans la vie. Quand ils voient qu'ils ne sont pas assez intelligents et que vous allez les battre, ils se mettent à tricher. Ils se mettent à tricher. Ouais, donc ça force un petit peu à penser sur la vraie face des gens, peut-être sur le fonctionnement de l'esprit humain. Exactement. C'est ça. Il y a une raison pour laquelle vous recommandez ce livre? C'est une réflexion sur, en fait, comment organiser son cerveau pour qu'il soit efficace et comment repérer les tricheurs. Aussi, comment dire, l'auteur de ce livre donc, était juif, donc on peut supposer que le contexte historique qu'il a vécu se reflète aussi dans l'œuvre. Oui, il y a une tradition du jeu d'échecs chez les juifs. D'ailleurs, les grands maîtres sont souvent des juifs. Et il y a une sorte de sensibilité et de paranoïa qui fait que les échecs sont un endroit où un esprit rapide et puissant peut s'exprimer. Par exemple, Fischer était juif ukrainien, quand il y avait la rencontre Fischer-Spassky, et Spassky était aussi juif russe. Et les deux esprits sont tournés vers une sorte d'analyse. Je pense que les juifs, parce qu'ils ont eu beaucoup de persécutions, sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus paranoïaques, beaucoup plus stressés de manière générale. Mais que ce stress leur permet de résoudre des problèmes. Pour revenir à cette situation dans la prison, si vous étiez dans la même situation, est-ce que vous auriez une sorte d'arme intérieure personnelle pour survivre mentalement? Tout à l'heure, pendant qu'on parlait de l'île mystérieuse de Jules Verne, vous avez mentionné l'hygiène. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait vous faire tenir, un livre, un jeu? Mais s'il arrivait ce genre de situation, j'essaierais de développer la méditation. Mais je ne crois pas être plus solide que n'importe quel être humain. La seule chose, ce que je sais, c'est qu'il y a, par la méditation, des possibilités sans fin pour l'esprit. Ça, je le sais, et j'essaie de le transmettre dans mes livres. Vous pensez à quoi pendant ces 3 minutes de méditation quotidienne? Quand je médite, je me recentre sur la respiration, là-dessus, et j'essaie de ne plus penser au reste. C'est plus ne pas penser au reste que penser à la respiration. Vous avez eu le temps de méditer pendant votre séjour en Corée? À tous les matins au réveil. C'est vrai? Oui. Pourtant, vous êtes occupé. Oui, mais le matin, je me lève très tôt. Ah, d'accord. Et puis il y a aussi la posture. Je peux vous montrer. Allez-y. Oh. La posture. La posture, c'est important. Longtemps, j'ai voulu. Oh. Non mais. Oh. Voilà. Une fois que ça fait qu'un claque. Hein. Il faut trouver une position comme ça. Il faut quelque chose sous les fesses. Alors voilà. Une fois qu'on fait ça, normalement, on a mal partout. Mais si on respire, au bout d'un moment, voilà, on se calme. Vous avez écrit, donc parmi vos romans, dans La Diagonale des Reines, est-ce que vous avez été inspiré par le joueur d'échecs? Oui. Oui, parce que quand j'ai eu le joueur d'échecs, j'ai ressenti une émotion très très forte. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à comprendre cette émotion très forte. Mais là, je joue avec mon smartphone aux échecs. Et je me suis dit, ça, c'est intéressant d'utiliser pour faire du roman. Et j'avais cette idée aussi d'utiliser 2 femmes. Parce qu'on imagine tout le temps l'échec un jeu d'hommes. Et je me suis dit, montrer comment 2 femmes peuvent être des guerrières. On vient de voir ensemble 5 livres donc, qui vous ont inspiré ou que vous vouliez recommander aux lecteurs coréens. Ça vous fait quelle impression de les avoir présentés aux Coréens, aux lecteurs? Il y en a certains que vous avez lus quand vous étiez très jeune, vous m'avez dit. Les livres m'ont construit et je crois que les livres ont un énorme pouvoir pour changer les gens. J'ai été changé par la lecture de livres. Ça fait très longtemps que vous écrivez des romans. C'est souvent difficile d'être créatif. Je pense que certains
des personnes qui vont regarder cette vidéo, certaines personnes coréennes vont se demander peut-être quelles sont vos sources d'inspiration. Je sais que vous avez dit que vous aimiez beaucoup les voyages. Quand vous venez en Corée, c'est une source d'inspiration pour vous? Énorme. Mais sinon, dans mes sources d'inspiration, c'est évidemment la rencontre avec des gens. J'ai besoin tout le temps de rencontrer des gens nouveaux et surtout des gens qui ont des passions. 책을 자주 안 읽으시거나 혹은 뭐 시간이 없어서 못 읽으신 분들에게 베르나르 베르베르 작가님 세계에 입덕할 수 있는 어떤 책을 추천하시는지 저는 궁금하거든요. J'aimerais savoir quel serait pour vous le livre parmi vos romans, le livre parfait pour commencer à, on va dire, pénétrer dans le monde de Bernard Werber. Les Thanatonautes. Les Thanatonautes, ce serait le livre que vous recommanderiez? Oui, parce que c'est mon livre le plus fou. Le suivant, en dehors de cela, le suivant qui s'appelle La valse des âmes. La valse des âmes, donc, qui va sortir en juin. C'est un livre sur les réincarnations. Je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, vous êtes en Corée cette fois-ci pour le temps des chimères. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à vos lecteurs coréens par rapport à ce livre? D'abord, je voudrais remercier tous les lecteurs coréens de me suivre depuis 30 ans. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Pour moi, la Corée est ma deuxième patrie. C'est vraiment l'endroit où je me sens en famille, avec une énergie et un esthétique que je trouve très, très puissant. Je crois que la Corée, actuellement, est en avance sur le monde. Et pour qu'un monde soit meilleur, il faudrait que tout le monde soit comme en Corée. Puisque j'ai l'occasion de parler à la caméra, je voudrais vraiment remercier les lecteurs coréens de m'avoir détecté et aussi de remercier mon éditeur coréen qui m'a, depuis le début, qui m'a soutenu. Et j'espère que mes livres vous plairont, vous amuseront. Et en tout cas, j'ai l'intention de revenir en Corée rapidement pour vous présenter mes nouveaux livres. Merci beaucoup. Merci, 오늘 와주셔서 감사합니다. 감사합니다.